Corps à corps, corps à corps. Alors le Mercosur, vous savez, c'est l'accord historique. Je vais y arriver, un accord historique entre le Mercosur et l'Union européenne, qui est dans les cartons puisqu'il a été conclu depuis 2019, après 20 ans de négociations, qui n'a toujours pas été ratifié. Et alors évidemment, pression d'Ursula von der Leyen en premier, notre cher président de la Commission européenne, et notamment du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui veulent absolument voir cette ratification. Côté français, on fait mine de vouloir changer le traité de l'intérieur, parce qu'évidemment, il y a eu révolte des agriculteurs, il y a eu mécontentement. Je vous rappelle les prises de parole d'Emmanuel Macron en mars dernier. Le Mercosur, tel qu'il est aujourd'hui négocié, est un très mauvais accord. Dans cet accord, il n'y a rien qui prend en compte le sujet de la biodiversité et du climat. Finissons-en avec le Mercosur d'il y a 20 ans. Bâtissons un nouvel accord, un accord commercial qui soit responsable d'un point de vue de développement, de climat et de biodiversité. Ah bon, donc on est rassuré. Alors si Emmanuel Macron veut changer le Mercosur, tout ira bien. Sauf que, 23 octobre, nous sommes très très près de conclure cet accord avec le Mercosur, assure le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Donc où en sommes-nous vraiment? On a de quoi se poser des questions. Les agriculteurs sont plus que sur la réserve. La présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch, a affirmé ne pas attendre la mi-novembre, comme la FNSEA, avant de reprendre un mouvement de contestation. Ils veulent des garanties, et notamment sur cette question du Mercosur, qui pourrait importer plus de 99 000 tonnes de viande bovine sud-américaine, 80 tonnes de volaille, 180 000 tonnes de sucre pourraient apparaître avec ce Mercosur sur le marché européen, de quoi évidemment terminer d'asphyxier nos agriculteurs. Pour en parler, je suis très heureuse de retrouver Pierre-Yves Rougiron et Patrick Franken. Bonjour Pierre-Yves Rougiron. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste en intelligence économique et directeur de la revue Perspective Libre et encore du Cercle Aristote, fondateur et président du Cercle Aristote. Nous sommes au téléphone, je crois, avec l'agriculteur Patrick Franken, si je prononce bien votre nom. Bonjour à vous. Bonjour, c'est bien ça, oui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je commence par vous, Patrick Franken. Nous avons reçu hier un agriculteur qui nous disait être au bord du gouffre. Il nous a dit le Mercosur va arriver de toute façon, nous le savons. Et il a encore répété que l'un de ses amis, quitte à mourir, puisqu'ils pensent tous au suicide, irait ouvrir la porte, ou en tout cas tenter de bloquer les portes de Rungis. Moi, en attendant, je vais me tourner vers Pierre-Yves Rougiron. Pierre-Yves Rougiron, évidemment, vous suivez ça de près. On a vu une de vos vidéos récemment où vous avez dit que non seulement les agriculteurs devaient se défendre, mais que les Français devaient être derrière les agriculteurs et suivre ce mouvement. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette historique du Mercosur et de ce qui se passe? Alors, ce serait fastidieux de revenir en détail, mais dans les grandes lignes, on va se remettre dans le cadre. Parce que le cadre européen est toujours le même à ce niveau-là. Le libre-échange est bon par nature et c'est une absolution. Il n'est contestable, évidemment pas, mais il n'est pas questionnable non plus. Tant qu'on n'a pas ça en tête, on ne les comprend pas. Ils ont une vision qui leur vient évidemment du traité de Rome, mais qui a été radicalisée dans les années 80 par l'influence des Deloriens et du plus connu d'entre eux, qui est Pascal Lamy, qui passa de Bruxelles à l'OMC, rappelez-vous, et qui, comme souvent les démocrates chrétiens, a une vision quasi religieuse de l'échange commercial. C'est ce qu'on appelait les théories de Fram, si vous voulez, en tout lieu, en tout temps, le marché fait mieux, etc. C'est l'équivalent de la multiplication des pains, si vous voulez. Bon, donc, vous avez des gens qui, de toute façon, ne comprennent pas qu'un agriculteur puisse vouloir survivre. Parce que de toute façon, à la fin des fins, il y a l'absolution. Donc, pourquoi s'en priver? Donc, toute notion constructive d'indépendance alimentaire, de qualité des normes agricoles, élargissons, de qualité de la condition même animale. Oui. Parce qu'il faut bien voir ce que c'est des viandes traitées. Il faut voir ce qu'on fait à l'animal avant de le tuer. Bon. Tout à fait. Donc, tout ça
ne sont pas des sujets pour ces gens. Donc, parce que pour eux, tout s'achète et tout doit circuler. D'accord ? Donc, l'indépendance alimentaire, c'est pas un sujet. Tant qu'il y a moins cher ailleurs, il y a marché. Point. Donc, et le marché rapproche les hommes. Point. Donc, ça, c'est la devanture européiste. Ensuite, vous avez l'arrière-fond, c'est la bonne vieille escroquerie allemande. Qu'est-ce que je vais pouvoir sacrifier en Europe pour que mes bagnoles aillent dans un marché X ? Qu'explique le marché latino-américain. Je vais tuer l'agriculteur français. Ça tombe bien, vu que c'est en plus une de mes cibles. Oui. Parce que moi, j'emploie chez moi des travailleurs détachés d'Europe de l'Est. Donc, je fais de la concurrence déloyale déjà contre l'agriculteur français. J'ai des normes, en particulier des normes d'abattage. Il y a la fameuse question des abattoirs allemands qui me permettent de tirer vers le bas. Là, pour le coup, je vais finir un vieil adversaire et je vais vendre des bagnoles en plus. Pourquoi s'en priver ? Bah oui. Évidemment, à chaque fois que l'Allemagne a besoin de faire valoir son impérialisme, alors elle prend évidemment son armée de réserve est-européenne, comme toujours, contre nous, et elle a besoin généralement d'un traître latin. Peut être soit l'espagnol, soit l'italien, selon les sujets. Là, pour le coup, c'est l'espagnol. Vous me direz, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Oui, je me suis posé la question. Oui. Bien sûr, parce que si vous voulez, la puissance extraordinaire de l'exportation espagnole face à, quand même, un marché latino-américain qui, je vous le rappelle, est un marché de plus de 700 millions de gens. Vous me direz, à quoi ça sert ? Alors, il est vrai que l'Espagne est un peu choyée par les autorités européennes depuis quelques années, parce que, justement, elle est l'un des piliers latins de la domination allemande. Bon, très bien. Mais, là, il faut voir un peu le karma espagnol. C'est-à-dire que pour eux, ce marché, est-ce qu'il peut leur rapporter financièrement ? J'en suis même pas sûr. Mais alors, vraiment même pas sûr. Mais ça mériterait une étude économétrique. Mon camarade Nicolas Klein doit savoir ça mieux que moi, il connaît mieux l'économie espagnole. Mais je pense surtout que, tout simplement, le Premier ministre espagnol, comme à chaque fois sur ces sujets-là, dès qu'il peut se mêler des affaires latino-américaines, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours un ressentiment anti-espagnol dans une partie des États latino-américains, c'est que, rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a une crise en Amérique latine, qui l'Union européenne envoie comme chien de garde, les Portugais, par exemple, ne le font pas. Vous n'avez pas vu, lors de Bolsonaro, le Premier ministre portugais dire « Attendez, c'était chez moi il y a quelques siècles, je dois encore avoir un double des clés. » Alors que le Premier ministre espagnol, rappelez-vous l'affaire vénézuélienne. L'affaire vénézuélienne, à chaque fois que l'Union européenne a voulu taper sur le Venezuela, vous aviez les libéraux espagnols. C'était déjà le cas quand j'étais en poste. Moi, je me rappelle de Javier Nart, qui est pourtant un homme intelligent. Qu'est-ce que j'ai pas s'engueuler en espagnol, en venir quasiment aux mains avec Mélenchon sur ce sujet-là. Or, là, que fait l'Espagne ? On va recouvrir un petit peu de notre petit impérialisme d'arrière-cour. Là, pour le coup, on est vraiment dans du narcissisme postcolonial, parce que les États latino-américains vont pas laisser ça faire. Évidemment, l'Espagne là-dessus n'est, et c'est pour ça qu'il ne faut pas lui en vouloir d'un certain côté, n'est rien de plus que l'État qui, face au coup d'État institutionnel des Allemands de Bruxelles, donc de Van der Leyen, en lien avec Berlin, je pense que l'Espagne fait, c'est horrible à dire, mais l'Espagne, comme Mogherini, font le choix de Mussolini face à Hitler. C'est-à-dire, je préfère être sa bête que sa bouffe, je préfère être à ses côtés que sur son passage. On ne sait jamais, il y a peut-être des miettes à grappiller. Je le dis tout de suite, ce ne sera pas payant à la fin. Oui. Mais voilà l'échiquier qui se pose à nous. Oui, c'est très évidemment, clair. Imagé. Et là, évidemment, alors bon, vous avez toujours un clampin un clampin, c'est une puissance respectable, mais ce que j'appellerais un passager clandestin de l'accord, pour moi, dans le cas présent, il y a évidemment les Pays-Bas, qui évidemment, en tant que puissance portuaire,
perceptrice des droits de douane communautaires se dit, bon, si on a plus qui passe par la porte, là aussi, il y a des miettes à faire. Mais sincèrement, c'est Berlin contre Paris, très nettement. Ah oui, c'est très clair. Merci d'ailleurs pour ce résumé. Je me tourne vers Patrick Franken. Je crois qu'on vous entend mieux. Patrick Franken, vous êtes avec nous ? Oui, je suis encore là, oui. Ça n'a pas duré, mais je suis encore là. Bon, là, on vous entend. On a entendu, en attendant, le cadre un peu, l'historique de ce Mercosur et de ce qu'il y a derrière, surtout la vitrine. La vitrine, c'est toujours évidemment un meilleur marché pour tous, etc. Maintenant, je voudrais avoir votre ressenti à vous, votre vision à vous en tant qu'agriculteur et votre connaissance à vous de ce qui se passe sur le terrain. Écoutez, une fois de plus, on se sent délaissé par les pouvoirs publics et par le pouvoir européen. Ils vont préférer de commercer des voitures et des services avec le Mercosur ou tout autre industriel que l'agriculture. L'agriculture en Europe se meurt, notamment en France. Écoutez, on est constamment dans des productions. Pourquoi ? Parce qu'on a été concurrencé il y a 20 ans de ça, 30 ans de ça par les Espagnols. En Europe, qui ont fait tout ce qui est maraîchage, produits fruits et légumes, notamment dans l'Ouest. Et aujourd'hui, peu à peu, on constate aussi la production de viande et la production animale. Récemment, on a fait dans un passé plus récent, tout ce qui est volaille importé était déjà d'Amérique du Sud, tue nos productions. Et aujourd'hui, ce sera aussi la production bovine et l'ensemble des produits animaux qui seront sacrifiés. Ouais. Tout ça, c'est admissible. Patrick Franken, je suis désolé, mais on ne va pas pouvoir essayer parce que la connexion est mauvaise, on vous entend mal, on entend un mot sur deux et haché. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est un sujet sur l'agriculture. On a reçu des agriculteurs et on le fait toujours. On suit beaucoup de sujets. On en a reçu un hier qui était désespéré et j'aurais voulu continuer cette discussion finalement avec vous et en comprenant un peu plus largement ce qui se passait avec le Mercosur. Mais là, si on n'arrive pas à avoir une meilleure connexion, je ne sais pas si vous avez rebougé. En tout cas, ça ne marche pas. Je vous renvoie du coup à la technique de nouveau, Patrick Franken. Moi, je vais continuer avec Pierre-Yves Rougeron. Pierre-Yves Rougeron, je suis désolé encore une fois, Patrick Franken, on a vraiment un problème de connexion. Pierre-Yves Rougeron, c'est les aléas du direct, je suis désolée aussi. Et chers amis, comprenez-le, on avait testé la ligne avant, ça marchait très bien, mais c'est comme ça, parfois ça marche moins en direct. Alors, on continue sur cette discussion. En tout cas, ce que je voudrais savoir, si on revient sur le présent, pourquoi les agriculteurs ont raison de s'inquiéter, malgré, vous allez me traiter de grande naïve, mais voilà, je veux qu'on dise les choses clairement, malgré les annonces d'Emmanuel Macron après la dernière révolte justement des agriculteurs, les promesses qui avaient été faites, quels sont les indices qui nous prouvent, moi j'ai cité justement Pedro Sanchez, mais quels sont les autres indices qui prouvent que de toute façon ça ira malgré tout à son but? Alors, des faits d'indices, des faits de logique, ma chère. Si vous me permettez que je prenne un aparté de 30 secondes. Je vous en prie. Pour remercier mon co-débattant qui, j'espère, va revenir. Parce que ils sont d'un seul coup un tout petit peu mal à l'aise. parce que c'est leur souffrance. Et moi, c'est une souffrance que je constate, dont je vais pâtir comme tout citoyen français. Mais qui leur appartient. Je tenais à dire ça. Non, mais vous avez tout à fait raison. Nous aussi, on est désolé. C'est un sujet qui concerne les agriculteurs. Et je précise qu'on les reçoit régulièrement. Donc, ils sont quand même là avec nous. Le principe de logique est très simple, ma chère. Le monopole, avant, quand vous aviez un accord avec un pays, vous arriviez, vous étiez en face, mettons, de monsieur Neruda, négociateur mettons même pour le Mercosur, vous étiez la France, vous aviez des représentants des intérêts de la France, filière volaille, filière bovine, filière machin, filière truc, on équilibrait les intérêts franco-français et on négociait après. D'accord ? Là, vous avez un monopole de négociation de la Commission européenne qui, je vous le rappelle, il y a une étrange représentativité de la délégation allemande, mais ça, vous l'avez déjà traité, on l'a tous un peu traité, parce que, si vous voulez, à la fin, c'est un peu comme le jardin de l'Élysée, un arbre, un CRS, un CRS, un arbre. Là, vous avez
Là, vous avez un Européen, un Allemand, un Européen, un Allemand, donc c'est très dur pour une représentativité à 27, je trouve. Mais bon, pourquoi pas. Or, le monopole de négociation appartient à la Commission. Donc, la France, là-dedans, est un pays comme un autre, et l'agriculteur français est un caillou dans la chaussure. Point. Donc déjà, pour eux, il faut bien comprendre, et c'est d'ailleurs un système qui est intrinsèquement un appel à la violence. Parce que vous distendez tellement la légitimité que si vous voulez, eux, ils sont là, l'agriculteur est là. Donc le seul moyen pour que le gap soit comblé, c'est que l'agriculteur s'énerve très fort. Très, très, très fort. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est un système dit de gouvernance. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire tout pour votre bien, dans votre dos, par en dessous et par derrière. Mais c'est pour votre bien, croyez-le bien. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'ils iront jusqu'au bout, tout simplement parce qu'ils en ont mandat. Ils en ont mandat. Ils savent très bien en plus qu'il faut qu'ils profitent d'Emmanuel Macron parce que, comment dire, ils croient encore plus au libre-échange que les autres présidents français. Chirac, en particulier dans l'affaire agricole, Chirac avait des doutes, mais sa lâcheté naturelle le retenait de les exprimer. Hollande et Sarkozy, point. Donc, pour le coup, c'est pas qu'ils étaient pour, c'est pas qu'ils étaient contre, c'est que c'est l'Europe, c'est bien, mais sans grande conviction, vous voyez, c'est l'Europe, c'est bien, allez, next, prochain sujet. Chez Macron, lui, il y croit, en plus, il veut un poste au-delà de la France, parce que maintenant, le pays était déjà trop petit pour lui quand il était petit, et maintenant qu'il est grand, le pays est encore plus petit. Donc, ils savent qu'il est prêt à tout lâcher. Donc, ça, c'est un fait de logique. Les faits d'indice sont assez simples. Le Premier ministre espagnol fait une partie de sa campagne de politique intérieure sur le fait de le conclure. Parce qu'à la fois, il promet, je vous le dis tout de suite, les accords de libre-échange, moi je suis un élève de Paul Béroc, là-dessus, le libre-échange en lui-même ne crée pas de développement. Je suis navré de le dire. Et j'attends n'importe qui là-dessus. Toute l'histoire du développement, c'est des histoires de droits de douane et de développement interne. Je développe mon agriculture à moi, mes usines à moi. Et je bloque. Si vous voulez, il n'y a qu'un seul contre-exemple, c'est Singapour. Exemple très, 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 très particulier. Or, vous me direz, si ça ne fait pas de développement à terme, pourquoi l'Espagne n'arrête pas d'en parler? Je n'ai pas dit que le libre-échange ne crée pas de richesse. Il ne crée pas de développement. Oui. Donc, quand vous faites une campagne sur je vais faire un accord commercial, le budget, en fait, vous prenez les gens généralement les plus parasitaires de votre économie, permettez-moi de vous le dire. C'est-à-dire que vous ne prenez pas le petit agriculteur qui, lui, s'emmerde à créer de la viande de qualité, des trucs de qualité. Vous prenez celui qui fait, disons, la marchandise la plus mondialisable, c'est-à-dire de la marchandise de très moyenne gamme, faite dans des conditions, si vous voulez la consommer, ne les connaissez pas, ça va gâter votre plaisir, etc., etc. Et en réalité, c'est les verrotiers. Oui. Or, pourquoi eux vous les draguez? Parce qu'à la fin, ils vous rendront politiquement l'appareil. Oui. Eux, que ça déglingue dans 15 ans l'architecture alimentaire. Oui, disons que c'est de la richesse facile, mais ça assèche c'est de l'argent facile, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça assèche maintenant qu'il est en train qu'il fait campagne dessus, ça veut dire qu'il a eu de Berlin et de la Commission les informations et qu'il, en plus, les distille à dessein pour hâter la main de Macron. Si vous voulez, c'est une affaire de pression psychologique, oui et non. C'est une pression psychologique contre nous, pas contre Macron. C'est de dire, écoute, allez, il est grand temps qu'on en termine.
Il est grand temps qu'on en termine. Et puis en plus, ça te fera des manifs en moins parce que vu à la vitesse où ils vont disparaître, tu vois, ça te fera toujours des préfectures bloquées en moins. Ouais. Alors, Pierre-Yves Rougeant, parce qu'il faut qu'on avance. Je crois qu'on a en plus un agriculteur qui est en train qu'on va pouvoir retrouver. Et c'est bien qu'on termine sur la parole d'un agriculteur pour cette solution. Je vous ai donc entendu dire si les agriculteurs doivent aller à un blocage qui commence à être annoncé par Véronique Le Floch de la coordination rurale, qui a dit « Nous n'attendrons pas la mi-novembre pour reprendre le mouvement de contestation ». Nous, on a carrément un agriculteur hier, je vous renvoie à sa vidéo d'hier, qui nous a dit « Nous irons et certains sont prêts à mourir sur place parce que de toute façon, c'est ça ou le suicide. Donc, ils vont mourir à Rungis et s'ils doivent se prendre une balle, ils se prendront une balle, mais au moins, on mourra pour la cause. » Donc, on a eu des paroles très fortes hier et vous dites « Il faut être derrière eux », Pierre-Yves Rougeant. Totalement. C'est très simple. Faut que les gens comprennent deux choses. Ce type d'accord va avoir des conséquences pour vous qui vont être très simples. D'abord, les prix vont en effet, pour certaines denrées alimentaires, légèrement baisser. C'est toujours, c'est le système c'est le système du fromage dans la tapette à souris. Et la qualité va baisser énormément. Donc, vous allez manger, certes, des choses moins chères, mais des choses de moins bonne qualité, ce qui veut dire à terme des problèmes de santé publique. Il faut avoir le trou et la serrure. Et ensuite, les prix vont d'un seul coup remonter. C'est souvent le cas dans les accords de libre-échange. C'est-à-dire que, puisqu'à la fin, vous devenez dépendant, vu que vous ne produisez plus, et donc vous devenez dépendant du prix producteur. C'est aussi simple que ça. Donc, vous vous êtes déshabillé, donc on vous donne le prix des vêtements au mieux du prix de celui qui les fabrique. Et donc, à la fin, pour le consommateur, c'est un jeu très simple, c'est-à-dire des produits de moins bonne qualité, des produits qui à terme seront soit au même prix, soit légèrement plus chers, mais surtout, comme il n'y aura plus de paysans, vous n'aurez aucune traçabilité de filière. Ouais. La seule chose, c'est que vous serez face à des gens qui, comme ils n'ont pas les mêmes normes, et comme ils sont dans une guerre à bas prix, eh bien, ils iront au plus bas des normes. C'est pas de la malignité de l'agriculteur latino-américain, très loin de là. Oui, bien sûr. C'est le jeu. Donc, soit vous vous défendez, et vous faites corps avec vos agriculteurs, soit vous perdrez la gestion de votre territoire, puisque c'est les agriculteurs qui font l'administration du territoire. Bien sûr. En tout cas dans les campagnes. Le maillage. On ne fait pas d'aménagement du territoire sans paysans. Vous perdrez le sens du pays profond, mais surtout, vous perdrez le contrôle de votre assiette. Et là, ça veut dire rendez-vous chez l'oncologue dans 15 ans. Oui. Pierre-Yves Rougeant, nous sommes avec Alexandre Clare, agriculteur. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, rapidement, je ne sais pas ce que vous avez entendu du coup de cette discussion. Nous parlons du Mercosur et la question est, aujourd'hui, révolte des agriculteurs, la grogne monte. Jusqu'où les agriculteurs sont prêts à aller aujourd'hui pour se faire entendre et avez-vous confiance dans les dernières promesses d'Emmanuel Macron, malgré les annonces de Pedro Sanchez, du Premier ministre espagnol ? Non. Et comment pouvons-nous avoir confiance à quelqu'un qui nous ment depuis maintenant pratiquement 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus combien de temps. On nous a pris pour les imbéciles depuis... Ça fait 30 ans qu'on nous prend pour les imbéciles, qu'on nous promet ci, qu'on nous promet là. Nous, les agriculteurs, on a toujours été là depuis l'après-guerre. Quand on nous a demandé de produire, on a été là. Quand on nous a demandé de faire des efforts sur le verdissement, sur les normes, on a toujours été là. Et nous, aujourd'hui, on demande des choses concrètes, on demande d'avoir un revenu, on demande d'avoir des normes qui comment dirais-je, qui s'allègent un peu, et on demande aussi comment dirais-je, et on n'a rien. Donc maintenant, la colère grandit, et je ne sais pas si demain il y a une manifestation, parce que ça va repartir. Quand ça va repartir, je ne sais pas comment ça va s'arrêter. Oui, parce que on a vu ça la saison dernière, entre guillemets. On a vu Emmanuel Macron tenter de calmer les gens en disant « mais regardez les promesses qu'on vous fait ». Et ça a plus ou moins calmé les jeux, mais aussi tout simplement parce que les agriculteurs ne pouvaient pas se permettre de lâcher leur terre trop longtemps, est-ce qu'ils doivent travailler. Et puis parce que les syndicats ont joué aussi un jeu... de négociation. Il n'y a qu'un syndicat, il y a le syndicat de la FNSEA qui a tout géré de A à Z avec le gouvernement. Oui.
Et si vous voulez, nous, à la coordination rurale, on veut aller dans des actions fortes parce que l'histoire a démontré que c'est pas avec des fleurs qu'on fait de la révolution. Hein. Bah ouais. Donc là, vous êtes prêts aux actions fortes. C'est quoi les actions fortes pour vous, pour finir jusqu'où vous êtes prêts à aller pour vous faire entendre? Et ensuite, est-ce que vous appelez à quelque chose? Est-ce que vous appelez à un mouvement plus large, finalement, que les agriculteurs, que les Français soient derrière vous? Moi aujourd'hui, je suis un simple adhérent de la coordination rurale. Je peux pas parler au nom du national. Le national prendra moi, je suivrai derrière le national. D'accord. Mais je sais pas aujourd'hui ce qui est prévu et ce qui va être prévu. Je sais qu'il y a des actions qui vont être faites. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas gérer tous les agriculteurs. Il y a des agriculteurs qui sont dans une misère mais terrible. Oui. Vous pouvez... Bah, si c'est le cas, parce qu'on en a reçu un hier, Alexandre Clark, qui nous a dit que son ami à lui, agriculteur proche du suicide, préfère prendre une balle de la police devant les portes de Rungis, au moins ça servira à quelque chose, a-t-il dit. Donc on a entendu ce genre de développement bouleversant, et donc on imagine. Est-ce que vous appelez les Français peut-être à une action avec vous? Ah mais nous, si les Français veulent venir derrière nous, et ça je pense qu'ils sont prêts, on accepte tout le monde, nous. Merci beaucoup Alexandre Leclerc, et en tout cas bon courage. Tocsin est comme toujours vraiment derrière vous et derrière votre cause. Mais... Je vais donner le mot de la fin à Pierre-Yves Rougiron. Bon, merci. Merci à vous. Pierre-Yves Rougiron, donc vous avez entendu cet agriculteur, la colère évidemment, la méfiance, a raison certainement, et oui. le mouvement de révolte qui s'amorce. Donc vous appelez aussi à ce que les Français, pour le coup, peut-être soient un peu plus, citoyens français autres qu'agriculteurs, soient un peu plus présents cette fois-ci derrière les agriculteurs, pour finir. Alors, totalement, et ce pour deux raisons. Bon, premièrement, on ne va pas y revenir, ils sont directement visés dans leur qualité de vie. Et là, pour le coup, ils sont visés de manière ubiquitaire. C'est-à-dire que vous habitez en périurbain, vous habitez en ville, les produits du maraîcher, vous en vivez. Hein. Vous ne pouvez pas vous désintéresser de ça. Hein. Donc, l'assiette, l'assiette, c'est l'avantage, c'est que c'est démocratique au sens premier du terme. C'est-à-dire, là, pour le coup, ça touche tout le monde. Et puis, pour une deuxième raison, qui est une raison pratique. Les agriculteurs ont besoin de soutien financier, physique. Financier parce qu'ils ne peuvent pas quitter la ferme. Oui. Faut quand même s'en rendre compte. Parce que souvent, une exploitation agricole, si vous voulez, vous avez souvent à la campagne moi j'en viens, hein, je peux dire que les femmes d'agriculteurs, elles ont deux métiers. Elles ont le métier des femmes d'agriculteurs et elles ont un métier en plus. Donc, elles ne vont pas pouvoir tenir la ferme toutes seules ou avec l'aide soit de camarades, soit des enfants aptes à travailler. Donc, ça, c'est pas durable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont besoin de soutien financier et personnel. Personnel, pourquoi? Il y a un point névralgique, et on y pense tous, c'est Rungis. Oui. C'est honnête, hein? Parce que Macron ne reculera pas. Macron ne reculera pas. Donc, il faut entrer avec lui et surtout ne pas se laisser empapaouter par Barnier. Barnier n'est pas un négociateur. Il n'a jamais été un négociateur. Revoyez l'historique des négociations Brexit. Il n'a aucun talent de négociateur, Michel Barnier. C'est un non-papaouteur. C'est quelqu'un qui est là pour vous faire perdre du temps et pour vous avoir à l'usure. C'est ça, Michel Barnier. Oui. C'est pas Donald Trump. Faut arrêter c'est pas un négociateur, Michel Barnier. C'est un fumigène. Or, ne jamais croire en la parole de Barnier, là pour le coup, on a dépassé le stade de la naïveté, mais il faut entrer dans un rapport de force très dur, très très dur, avec lui tout de suite. Et le seul moyen, c'est Rungis. Le problème, c'est que, évidemment, le pouvoir va réagir comme ce qu'il sait faire et avec la seule colonne de l'État qui lui obéit encore pleinement, il va réagir avec les flics. Puisque l'armée ne bougera pas, ils le savent très bien. Donc, ils vont déchaîner les flics. Les flics, comme ils ont une certaine habitude de taper sur les agriculteurs, le problème, c'est que ça va, comme toujours, hein, que les flics qui m'écoutent ne grimpent pas au rideau. Il y a des gens très très bien sous l'uniforme, et c'est certainement la majorité, mais ce n'est pas vous qui allez y aller, et vous le savez. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont été présélectionnés pour leur violence,
pour être envoyés contre les agriculteurs comme ils ont été envoyés sur les gilets jaunes. Ils ne représentent pas la totalité des flics, très loin de là. Mais les bons flics n'iront pas parce que tout simplement, ils ne seront pas mobilisés. Ouais. Donc, il faut savoir une chose, il y a la peur particulière des paysans. Pour une raison, c'est que le matériel agricole est capable de défier le matériel de protection intérieure et particulièrement les tanks de police. Donc, ce qu'il faut, ce qu'il faudrait, en tout cas, si je devais organiser ça, c'est de mettre le maximum de bagnoles civiles autour des tracteurs. Parce que, si vous voulez, ils vont pas écraser les bagnoles avec les gens dedans. Enfin, si vous voulez, faut arrêter. Ils vont débander, il n'y a pas de problème. Hein. Là, pour le coup, là, ça deviendrait inextricable. Donc, voiture, soutien financier, soutien sur place dans les fermes. Alors, soutien sur place dans les fermes, pour ceux qui en sont capables. Hein. C'est un vrai métier. Il ne suffit pas d'avoir des bras. Hein. Donc, c'est un vrai métier. Mais par contre, Rungis, il faut savoir que Rungis, c'est 3 à 4 jours de nourriture pour l'ensemble de la région parisienne. Donc, si vous voulez, un mouvement qui s'étalerait ne serait-ce que sur 1 à 2 semaines, sans bouger d'un iota, c'est-à-dire on ne lâche pas un mètre de terrain, je ne vois pas comment Barnier peut tenir. Comment Macron peut tenir. Et les eurocrates, c'est différent. C'est que eux, de toute façon, ils passeront en force. Mais là, pour le coup, il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose à négocier, et puis il y a un point de fixation qui pourrait choquer suffisamment l'élite française pour que tout soit gelé pour un bon moment. Eh bien, on retient bien ces conseils, cet appel, peut-être d'ailleurs une coordination à faire entre vous, Pierre-Yves Rougiron, le Cercle Aristote, et puis tous ceux qui sont derrière vous et qui vous écoutent, votre réseau, et puis celui, par exemple, de la coordination rurale, à réfléchir. On y pensera derrière, avec Tocsin, évidemment, pour soutenir ces agriculteurs.